Bien, chers collègues, merci. Nous reprenons nos travaux. Nous accueillons ce matin Madame Claire Hédon, défenseur des droits, qui est accompagnée de Madame Paul Angevin, son adjointe, ancienne ministre, Madame la ministre, et de Monsieur Delamarre. L'audition, évidemment, porte sur le rapport annuel. Quelques mots introductifs, puis je laisserai évidemment la parole à Madame le défenseur des droits. Donc, vous êtes désormais... D'abord, votre rapport a été publié récemment, le 17 avril, c'est pas très ancien. C'est dans ce cadre-là que vous venez ce matin à devant la commission des lois. Le défenseur des droits en tant qu'institution est désormais solidement ancré dans notre paysage institutionnel et naturellement parfaitement ou de plus en plus identifié par nos concitoyens. Les statistiques d'ailleurs d'activité le montrent, puisque nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à vous solliciter. Ils ont été 226 000 en 2022, en augmentation de 9% par rapport à 2021. Et la barre des 100 000 appels aux différentes plateformes anti-discrimination que vous tenez a également été franchie. Je voudrais m'attarder sur 3 éléments qui figurent dans votre rapport et qui font écho aux travaux que la commission des lois mène. Le premier concerne la question de l'accès aux services publics des étrangers, qui fait l'objet de nombreux développements dans le rapport que nous avions commis et que votre serviteur a commis en mai 2022, intitulé « Services de l'État et immigration, retrouver sens et efficacité ». Un an après cette alerte, vos travaux révèlent malheureusement la longueur du chemin qui reste à parcourir sur ce sujet. Ainsi, vous relevez une hausse de 230% des réclamations des étrangers depuis 2019 et même de 450% en Île-de-France. La plupart d'entre elles concernent évidemment la désormais tristement célèbre problématique des rendez-vous en préfecture qui nourrissent un contentieux intéressant, enfin je ne sais pas si intéressant, mais en tous les cas il est étonnant. Nous le savons tous, décrocher un rendez-vous peut en effet être une gageure dans certains territoires. Vous évoquez le nombre d'une quinzaine de préfectures dans votre rapport. Et si la dématérialisation des procédures contribuera à terme à résorber les difficultés, force est de constater que sa mise en œuvre à grande vitesse s'est heurtée au principe de réalité. 3 points de suspension, peut-être numérique tout court. Peut-être pourriez-vous revenir dans votre propos sur ce sujet, madame. Un autre fait marquant pour 2022 est l'entrée en vigueur du nouveau régime de protection des lanceurs d'alerte. À l'initiative de madame Di Folco, qui a disparu de la commission aussi, qui est là, le Sénat avait été à l'initiative pour placer le défenseur des droits au cœur du système. De premières évolutions sont déjà visibles, avec une augmentation de 51% des réclamations relatives à l'orientation et à la protection des lanceurs d'alerte. Ces premières tendances sont encourageantes et nous observons la suite avec vigilance. Et puis enfin, la question de la réforme des amendes forfaitaires délictuelles qui fait parler. Vous portez une appréciation sévère sur l'extension de cette procédure à de nouveaux délits tels que le Sénat l'a admis d'ailleurs, tout en ne s'opposant à la généralisation souhaitée par le gouvernement. La position du Sénat est en effet que ces modalités peuvent être adaptées à certaines infractions dites de basse intensité, ou que nous qualifions de basse intensité, qui sinon ne font guère l'objet de poursuites en pratique. Nous avons besoin de vos précisions, madame, sur ce point, et peut-être avez-vous déjà observé les effets de l'entrée en vigueur de ces AFD nouvelle génération. Voici ces quelques éléments de propos introductifs, madame et monsieur, et je vous laisse immédiatement la parole, puis ensuite, évidemment, comme il est d'usage, il y aura un échange de questions et de réponses, bien sûr. Merci. Monsieur le Président, merci. Mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, effectivement, Monsieur le Président, je vais revenir sur un certain nombre de points que vous avez évoqués. D'abord, je tiens vraiment à vous remercier de m'accueillir aujourd'hui, comme chaque année, pour présenter notre rapport annuel qui dit quelque chose de l'état de la société et pas simplement un rapport annuel d'activité de notre institution. Comme vous l'avez dit, je suis accompagnée de Georges Paul Angevin, qui est mon adjointe en charge de la lutte contre les discriminations, d'Éric Delamarre, qui est le défenseur des enfants, et de Mireille Lecor, qui est notre secrétaire générale issue du Conseil d'État. Et je vous le disais, ce moment et ce rapport est un moment important dans la vie de l'institution et qui rend compte de notre activité, comme le prévoit d'ailleurs la Constitution, où je dois remettre ce rapport au Président de la République, et je le verrai au début du mois de juillet, et au Parlement. Assemblée nationale, je l'ai déjà fait, et donc vous, aujourd'hui, ça me paraît ces échanges particulièrement importants. Et ce rapport est révélateur
hauteur d'une partie des atteintes aux droits, des difficultés vécues par de nombreuses personnes. Vous le savez, nous sommes une autorité administrative inscrite dans la Constitution, à valeur Constitution. Nous sommes chargés de défendre les droits et les libertés. Et j'insiste toujours sur le fait que nous avons deux missions. La première, c'est vraiment de traiter les réclamations que nous recevons, et vous l'avez dit, en augmentation, on est à près de 226 000. Et le législateur a bien prévu que ce n'était pas simplement traiter des réclamations, mais promouvoir les droits et les libertés. Et c'est donc bien faire des rapports et des préconisations à partir des difficultés que nous observons, je dirais, pour tarir les difficultés à la source. Vous connaissez nos 5 domaines de compétences. Donc il y a effectivement lutte contre les discriminations, protection des droits des enfants. Vous avez cité aussi protection et orientation des lanceurs d'alerte. Nous sommes aussi le contrôle externe de la déontologie des forces de sécurité, et j'y reviendrai. Et nous sommes là aussi sur le respect des droits des usagers de services publics. Et je tiens à dire d'ailleurs que c'est plus de 85% de nos réclamations, et c'est ce qui fait vraiment notre quotidien. Ces missions sont diverses, mais en fait elles se complètent en un point commun, c'est la défense des droits et des libertés. Et je dirais que c'est à la fois le point de départ et l'aboutissement de chacune des missions. C'est à la fois la boussole qui nous guide dans notre activité, et dans un contexte où ils sont en danger, une préservation et leur préservation est notre raison d'être. Alors, pour mener à bien nos missions, le législateur nous a donné des pouvoirs de médiation, d'enquête, de recommandation, et d'ailleurs, nous traitons une grande partie de nos réclamations en médiation. On s'appuie sur 250 agents, majoritairement au siège, et certains chefs de pôles régionaux dans les régions, et puis des pôles régionaux avec 570 délégués qui, vous le savez, sont des bénévoles, ont une indemnité et traitent plus de 80% des réclamations, et particulièrement celles des droits d'usagers de services publics. Et nous avons aussi 120 jeunes ambassadeurs et ambassadrices des droits, des JAD, qui interviennent dans les écoles, collèges, lycées pour parler des droits de l'enfant et des luttes contre les discriminations, et on pourra y revenir parce qu'évidemment ils sont fortement interpellés dans ces questions, aussi sur les questions de harcèlement scolaire. Nos constats sont fondés sur un travail rigoureux réalisé à partir de situations individuelles d'atteinte aux droits. Et ce sont ces situations vécues que contient ce rapport. Nous en recevons toujours davantage. Effectivement, près de 126 000 cette année, une augmentation de 10%. C'était 100 000 en 2020, 115 000 en 2021, 126 000 en 2022. L'augmentation est constante. Alors, vous le savez que l'actualité m'a conduite à m'exprimer beaucoup ces derniers temps sur notre rôle en tant que contrôle externe des forces de sécurité. J'y reviendrai, bien sûr, mais permettez-moi de commencer et de commenter notre action dans nos différents champs de compétences, et de commencer par la question d'accès aux services publics, de droits des usagers de services publics. Et je viendrai après à la question des droits des enfants, de la déontologie des forces de sécurité, de la lutte contre les discriminations, et je finirai avec les lanceurs d'alerte. Sur la question des droits des usagers de services publics, je suis frappée par l'éloignement des services publics. Et je pense que c'est quelque chose qui vous parle, vous particulièrement, avec votre ancrage dans les territoires. Les services publics incarnent l'accès aux droits. Ils ont pour mission de les rendre concrets et aussi accessibles. Or, nous constatons de manière persistante la déshumanisation des services publics. Elle se traduit par une dégradation des relations avec les usagers, l'absence de réponse des administrations entraîne la résignation, le non-recours, la perte de droits pour les usagers. Et je précise toujours, quand je dis cela, que je ne mets pas en cause l'action des agents publics, mais bien au contraire, d'ailleurs, le manque d'agents publics, leur effacement du fait d'une dématérialisation excessive. La relation avec les services publics est notre quotidien à tous, et les difficultés dans cette relation peuvent tous nous concerner, que ce soit avec l'école, la CAF, les impôts, l'assurance maladie, Pôle emploi, sa commune, nous pouvons nous trouver à différents moments de notre vie dans une situation d'incompréhension vis-à-vis de l'administration, mais les conséquences sont redoutables, en particulier pour les personnes vulnérables, quand elles se traduisent notamment par des ruptures de droits sociaux. Nous constatons d'ailleurs que ces difficultés sont renforcées par la dématérialisation, qui est l'une des expressions du recul des services publics. Les droits ne peuvent être garantis que s'il y a des personnes pour répondre aux situations particulières. Entendons-nous bien, la dématérialisation est une chance, elle peut simplifier des démarches, mais
Le problème, c'est de pouvoir toujours avoir accès à une personne et à un accueil, même s'il y a cette dématérialisation. Et cette politique publique, elle a été menée sans avoir été évaluée dans sa globalité, dont le coût et l'efficacité n'ont pas été mesurés. Nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet. Nous avons précisément décrit les atteintes aux droits qui découlent de la dématérialisation des services publics. On y a consacré 2 rapports, un en 2019, le deuxième en 2022. Je pense qu'ils ont contribué à la prise de conscience des enjeux liés à la transformation de nos services publics. En fait, la dématérialisation, elle se fait au prix pour certaines personnes d'une exclusion. Je voudrais vous citer les derniers chiffres du CREDOC qui évoquent 16,5 millions de personnes éloignées du numérique. C'est 31,5% des Français de plus de 18 ans. C'est donc près d'un tiers de la population française éloignée du numérique. Dedans, il y a 11,5 millions qui sont en difficulté avec le numérique, 4 millions de personnes qui n'ont pas accès à Internet. C'est quand même ça la réalité en ce moment de la société, près d'un tiers de la population française éloignée du numérique. La dématérialisation s'accompagne, même si c'est une chance pour un grand nombre d'entre nous, d'un report sur l'usager de tâches qui incombaient auparavant à l'administration. En fait, on demande à l'usager de s'adapter, alors que le principe même du service public, c'est de s'adapter à l'usager. Et du coup, l'usager doit s'équiper, se former, être capable d'effectuer des démarches en ligne, tout en comprenant le langage administratif, et puis ne pas commettre d'erreurs. Et je trouve que ça pose la question de quel service public voulons-nous ? Le premier défi que doit relever la transformation numérique des services publics, c'est de garantir leur accessibilité dans le respect des principes qui le guident et en particulier ce principe d'égalité. Et aujourd'hui, nous constatons que les alternatives au numérique sont très insuffisantes. Avec l'Institut national de la consommation, nous avons mené une étude sur l'évaluation des réponses apportées aux usagers par les plateformes téléphoniques de 4 services publics. Et les résultats montrent que sur les 1500 appels passés, 40% n'ont pas abouti et un certain nombre de réponses étaient de mauvaises réponses et pouvaient induire l'usager en erreur. Nous disons souvent des personnes qu'elles sont éloignées du droit et j'ai vraiment l'impression que c'est le service public qui s'est éloigné d'elles, notamment des plus vulnérables, des plus pauvres, en faisant peser sur eux une charge administrative et une charge matérielle et mentale très lourde. Et je pense là-dessus aussi aux personnes âgées qui se trouvent très démunies face à cette dématérialisation. La dématérialisation ne peut être considérée comme un progrès si elle exclut et déshumanise le service public. Alors que 28% de la population éprouve des difficultés face aux démarches administratives, c'est vraiment au service public de s'adapter et non pas à l'inverse. Je pense particulièrement à une personne âgée qui devait changer sa chaudière. Pour cela, elle pouvait bénéficier de MaPrimeRénov'. Elle a donc créé un compte sur le site de l'ANA, de l'Agence nationale de l'habitat. Et malgré plusieurs tentatives, elle n'est pas parvenue à compléter son dossier en raison de dysfonctionnement du site. Entre-temps, sa chaudière a cessé de fonctionner. Elle s'est trouvée privée d'eau chaude et de chauffage en plein hiver. Elle a donc fait les travaux avant la réponse de l'ANA, ce qui a comme principe, en conséquence, de la priver du bénéfice de MaPrimeRénov', puisqu'il faut d'abord avoir l'accord avant de mener les travaux. On est vraiment face à un cas d'une personne âgée qui se trouve privée d'une aide financière auquel elle a droit en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme dans une procédure qui a été entièrement dématérialisée, sans alternative. Alors, l'intervention d'un délégué du Défenseur des droits a permis le versement de l'aide. Nous avons reçu des centaines de réclamations similaires. On a constater de nombreux écueils dans le traitement des demandes, des problèmes techniques sur la plateforme, des défauts d'information, des délais de traitement et des difficultés liées à la dématérialisation totale de la procédure. Et ces entraves ont entraîné d'importantes conséquences pour les usagers. Et pour respecter les droits, les services publics, je l'ai souvent dit, ne peuvent pas être intégralement et exclusivement dématérialisés. À partir de nos enquêtes, on a fait un certain nombre de recommandations à l'ANA et je suis heureuse de voir que le dépôt papier sera possible à partir de janvier 2024 dans les espaces France Service. C'était une de nos préconisations. Nous préconisions aussi une meilleure information et des progrès ont été faits, mais honnêtement, nous continuons à voir arriver des réclamations et quand je rencontre nos délégués, je continue à chaque fois, une des premières choses qui me dit, c'est on n'a pas de réponse de l'ANA sur les saisines que nous avons.
Les réclamations soulignent aussi que la dématérialisation touche en particulier des personnes en situation de vulnérabilité et contribue aussi à créer des vulnérabilités, on le voit bien dans ces situations. Et je pense là notamment à la situation des personnes étrangères qui rencontrent de nombreux obstacles pour accéder à leurs droits et aux préfectures. Vous l'avez dit, sur l'augmentation des réclamations que nous avons dans ce domaine. Et du coup, le droit des étrangers est devenu le premier domaine de réclamation auprès de l'institution, près d'un quart. C'est même 30% depuis le début de l'année. Donc ça ne cesse d'augmenter. Soyons très clairs, c'est principalement des gens qui veulent juste renouveler leur carte de séjour, qui l'obtiendront, qui n'arrivent pas à avoir de rendez-vous en préfecture et pour qui ça a des conséquences excessivement délétères. Je peux vous donner plusieurs situations très concrètes de gens qui perdent leur emploi, qui perdent leur logement. Je peux vous donner aussi l'exemple d'une jeune fille qui ne pouvait pas passer son CAP petite enfance. Sachez juste qu'on est des métiers en tension dont on a besoin des personnes parce qu'elle ne pouvait pas récupérer à temps sa carte de séjour dont elle a besoin pour passer l'examen. Ce sont vraiment pour moi des situations inacceptables qui placent les gens qui étaient en situation régulière en situation irrégulière. Et là-dessus, pareil, je n'accuse aucunement les agents dans les préfectures qui font au mieux. La Cour des comptes l'a très bien dit. La réduction des effectifs a été beaucoup trop importante et je peux vous dire que quand je rencontre les préfets les uns après les autres, ils m'alertent aussi sur la réduction des effectifs qui rend impossible le traitement des dossiers. Et la dématérialisation, elle a eu une autre conséquence sur ce sujet, c'est qu'elle a mis hors la vue. L'indignité, pour moi, a été invisibilisée, puisque avant, nous voyions des queues devant les préfectures. Nous ne les voyons plus, puisque la queue, elle est devant son ordinateur pour essayer de débloquer un rendez-vous en préfecture. Et je le redis, le service public doit toujours conserver son rôle de soutien et de service au public. Ces conséquences de la dématérialisation empêchent l'accès de nombreux usagers aux services publics. Elles sont graves individuellement, je vous ai cité quelques conséquences, et elles sont graves collectivement avec une population qui ne voit plus s'incarner le principe d'égalité et qui perd confiance dans la puissance publique. Nous sommes confrontés à un dysfonctionnement structurel auquel mon institution, avec ses moyens, ne peut pas pallier seule et qui surtout n'en a pas la vocation. Nous ne pouvons et nous ne devons pas nous substituer au service public. Notre rôle, c'est de répondre aux réclamations individuelles, de révéler des atteintes aux droits, de faire des recommandations pour que les pouvoirs publics s'en saisissent. Et sans réaction, très honnêtement, mon institution risque l'embolie, de ne plus être en mesure de répondre aux personnes qui s'adressent à elle. Franchement, est-ce que c'est normal qu'un usager doive nous saisir, soit nous, soit le juge des référés, simplement pour obtenir un rendez-vous? Je pense que ce système marche sur la tête et je dis que je n'ai pas vocation à devenir le Doctolib des rendez-vous en préfecture. Le problème doit être résolu à la source, au niveau des préfectures. Mais face à cette forme de déshumanisation des services publics, nous mettons, nous, tout en œuvre pour aller au plus près des personnes qui en ont besoin. Et avant d'aborder la question des droits des enfants, je voudrais vous dire ce que nous faisons pour essayer d'être le plus accessible, d'aller vers. D'abord, je vous le redis, nous sommes joignables par courrier, par mail, par téléphone, partout en France avec nos 570 délégués qui sont présents dans 990 points d'accueil que sont les préfectures, les maisons de la justice et du droit. On continue à créer de nouvelles permanences dans des centres sociaux, dans des espaces France Service, dans des tiers-lieux, dans des missions locales. L'objectif pour nous, c'est d'être toujours plus accessible afin de garantir à chacun le respect des droits. Et je pense qu'avec leur permanence, nos délégués comblent un manque dont souffrent de plus en plus nos services publics, en fait la présence de guichets qui permettent un accueil physique et une écoute. Et ainsi, grâce à leur implication et à leur action de nos délégués, 75% de nos médiations ont abouti en 2022. Nous faisons tout pour être joignables par téléphone. C'est près de 8000 appels mensuels avec un taux de décroché de plus de 90%. Avec une plateforme généraliste et nous avons mis aussi en place, vous savez, le site antidiscrimination avec le 3928 et nous avons mis en place un numéro dédié maintenant qui est gratuit pour les personnes détenues, le 3141. Pour revenir à la plateforme antidiscrimination, vous savez que nous avons créé cette plateforme à la demande du président de la République pour aider et accompagner les victimes et témoins de discrimination. Et cette plateforme, elle offre
la possibilité pour les victimes d'être entendues, d'obtenir des réponses personnalisées avec des écoutants qui passent le temps nécessaire. De nombreux appels durent plus de 3/4 d'heure pour mieux orienter les personnes. Ce dont je continue à avoir conscience, malgré l'augmentation des réclamations que nous avons, c'est que nous sommes encore mal connus. Le grand public ne sait pas forcément qu'il peut nous saisir et nous déployons des campagnes de communication pour faire connaître l'institution. Et faire connaître l'institution, c'est aussi la faire connaître auprès des enfants. Je regarde Éric Delemare, qui est notre défenseur des enfants, et je voudrais aborder avec vous le second point, qui est la nécessaire défense des droits des enfants. Ce que nous observons de façon assez générale dans les réclamations que nous avons dans ce domaine, c'est que trop souvent, les enfants ne sont pas considérés comme des sujets de droit et nous intervenons pour des enfants qui n'ont pas accès au logement, à l'éducation, à la cantine, à la protection à laquelle ils ont droit. Je vous rappelle que le Comité des droits de l'enfant de l'ONU a publié ses observations finales sur l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant par la France le 2 juin. Et il enjoint la France d'adopter des mesures urgentes dans 6 domaines qui correspondent complètement à nos recommandations, et je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Malgré des progrès, la scolarisation des enfants en situation de handicap est encore très insuffisante. Au-delà de l'augmentation du nombre d'accompagnements d'élèves en situation de handicap, les pouvoirs publics doivent rendre possible la formation des enseignants pour mieux garantir l'effectivité des droits de l'enfant. En fait, au lieu de s'adapter à l'enfant, on a l'impression que le système scolaire demande à l'enfant et à la famille de s'adapter. Nous voyons encore trop d'enfants privés de liberté dans les centres de rétention administrative, parfois rattachés arbitrairement à un tiers pour être retenus, et je pense notamment à Mayotte. Permettez-moi de m'attarder quelques instants sur Mayotte et les atteintes aux droits particulièrement fréquentes et graves que nous observons. À cet égard, d'ailleurs, les actions liées à l'opération dite Wambushu m'inquiètent particulièrement et nous y attachons la plus grande vigilance. J'ai saisi à ce sujet le ministre de l'Intérieur, les autres ministres concernés par des risques d'atteinte aux droits, et j'ai souhaité qu'une délégation de juristes de l'institution se rende sur place. Nos préoccupations portent sur 2 points. D'une part, les conditions des décasages, alors même que le nombre de constructions est très insuffisant pour que des familles soient accueillies, et d'autre part, les conditions d'éloignement prévues de personnes étrangères, et notamment en termes de droit au recours, de rétention dans les CRA et les LRA, les lieux de rétention administrative. À cet égard, je rappelle que la France vient encore d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour la rétention d'enfants en CRA. Le projet de loi immigration dont l'examen a eu lieu devant votre Assemblée et dont on ne sait pas ce que sera le prochain, comportait une disposition pour y mettre fin, mais à échéance de 2028 et seulement pour les mineurs jusqu'à 16 ans. Nos préconisations et ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, mineurs, c'est jusqu'à 18 ans. S'agissant des droits de l'enfant, toujours, nous constatons également qu'ils doivent être mieux protégés, qu'ils ne le sont pas suffisamment. Et vous m'avez déjà entendu là-dessus, je suis particulièrement inquiète de l'état de la protection de l'enfance, qui ne parvient plus aujourd'hui à jouer son rôle, des juridictions dont les décisions ne sont pas exécutées, un manque de places en foyer d'assistants familiaux, des mesures d'assistance éducative en milieu ouvert prises en charge dans des délais pouvant excéder 6 mois, des ruptures dans les parcours des enfants, des changements de famille d'accueil sans aucune préparation de l'enfant, ni considération pour le lien d'attachement qui s'est construit entre l'enfant et sa famille d'accueil. Telles sont les situations extrêmement préoccupantes que nous constatons et qui portent atteinte aux droits des enfants. Là encore, nous sommes face à des problèmes systémiques. Nous publions des recommandations qui nécessitent des réponses des pouvoirs publics à la hauteur des enjeux, la protection des enfants et le respect de leurs droits. J'en viens au 3e point que je voulais aborder avec vous, le nécessaire respect des droits par les forces de sécurité. Vous savez que le législateur a fait du défenseur des droits le contrôleur indépendant des policiers, gendarmes, surveillants pénitentiaires, des agents de sécurité privée, de toute personne exerçant une activité de sécurité. La situation des derniers mois m'a conduite, vous l'avez souvent vu, à réexpliquer le rôle de mon institution en tant que contrôle indépendant de la déontologie des forces de sécurité. Cette fonction me paraît essentielle dans une démocratie et un état de droit. Il faut expliquer sans cesse que c'est l'état dans lequel les pouvoirs publics sont soumis au droit. Et ainsi, la première exigence déontologique est le respect du droit,
le respect de la loi par les policiers et gendarmes. Ils sont au service de la loi, des institutions et de la population. Nous avons rendu en 2022 2 décisions pour des faits qui mettent directement en cause ces principes, et je pense à la destruction, en dehors de tout cadre légal, de logements de familles vivant dans des baraquements, par des bulldozers ou même par le feu par des policiers. Les conséquences sont lourdes. Les personnes sont privées de leur logement, bien sûr, quand bien même il était précaire, de leurs effets personnels, de tous les accompagnements que prévoit la loi en matière de santé, mais aussi en matière de scolarisation des enfants. Et grâce à la rigueur de nos enquêtes, à notre indépendance, nous avons pu faire la lumière sur des faits et sur les responsabilités qui sont attachées. Depuis plus de 20 ans, le Défenseur des droits et la Commission nationale de déontologie de la sécurité, la CNDS avant lui, enquêtent sur le comportement des policiers et des gendarmes. Et le législateur a pensé que pour établir la confiance entre les acteurs de la sécurité et les citoyens, il faut un contrôle indépendant et transparent. Et il a considéré que le respect de la déontologie est protecteur, d'abord pour les policiers et les gendarmes, et particulièrement nécessaire au regard des responsabilités et prérogatives qu'ils détiennent. Ainsi, nous avons publié de nombreuses décisions sur des comportements de policiers et gendarmes, ainsi que sur le rôle de la hiérarchie et des avis sur le maintien de l'ordre. Nous avons constaté lors des épisodes de manifestations des années précédentes des privations de liberté arbitraires, des dissimulations du visage des policiers contraires à la loi. Nous avons rendu plusieurs décisions sur l'usage de la force, des armes dites de force intermédiaire, comme les LBD. Nous avons publié un rapport intitulé « Le maintien de l'ordre au regard de la déontologie » qui a été remis au président de l'Assemblée nationale en janvier 2018. Nous avons pris position sur le schéma national de maintien de l'ordre et sur plusieurs projets de loi, et je pense entre autres à la loi de sécurité globale. Et c'est fort de cette expertise, des pouvoirs que nous donne la Constitution et la loi organique, que nous traitons des réclamations que nous avons reçues depuis les manifestations sur la retraite, 169 à ce jour, sur le comportement des policiers et des gendarmes lors des manifestations. Les témoignages et images qui nous parviennent laissent penser que les droits ont été bafoués, et ma crainte est que la répétition de tels actes contribue à les rendre habituels et à rendre habituel l'inacceptable. Ils risquent d'installer une logique de face-à-face dans la durée, pouvant entraîner des atteintes à la liberté de manifester, à l'intégrité physique, à la vie. Et je le rappelle, la sécurité des manifestants, des policiers et des gendarmes, la garantie de la liberté de manifester sont de la responsabilité de l'État. Et le respect sans faille de la déontologie est la condition, dans la durée, de la légitimité des interventions des forces de sécurité. Et nous contribuons donc, par notre travail, à conforter cette légitimité en veillant sur le respect de la déontologie. Nous mènerons des enquêtes impartiales et contradictoires pour ces faits en prenant le temps nécessaire sur ces 169 réclamations que nous avons reçues. J'ai conscience qu'il y a un décalage là-dessus entre le temps médiatique et le temps permettant de publier des décisions résultats d'enquêtes abouties. Et si ces questions prennent une telle place dans le débat politique et médiatique, c'est que notre société tout entière s'en trouve abîmée, ébranlée dans ses repères et dans la confiance en ses institutions. Et par notre action, je vous le répète, je suis convaincue que nous contribuons à préserver les repères indispensables, ceux de la loi, des droits et des libertés. Et à cet égard, je rappelle combien le respect de la liberté de manifester et de la liberté d'association doivent être préservés. Je m'inquiète à cet égard d'un climat qui contribue à fragiliser l'édifice démocratique. Le contrôle indépendant est toujours plus nécessaire, même s'il fait l'objet d'attaques, ça ne m'a pas échappé. Nous participons au débat démocratique en rendant publiques nos décisions et également ce rapport annuel. Cette défense des droits et des libertés, elle passe aussi par la lutte contre les discriminations, qui était le 4e point sur lequel je voulais venir. Le 2e volet de la grande enquête trajectoire et origine, dite Théo, qui a été réalisée par l'INED et l'INSEE avec le soutien de l'institution du Défenseur des droits, montre que les discriminations sont en augmentation. 19% des personnes de 18 à 49 ans ont déclaré souvent ou parfois des discriminations au cours des 5 dernières années. Elles étaient 14% en 2008 dans la précédente enquête, le premier volet de Théo.
L'enquête permet d'affirmer que la discrimination est très présente dans notre pays, qu'elle ne régresse pas. Elle témoigne également d'un manque d'intervention des pouvoirs publics dans la lutte contre les discriminations. Vous savez que nous réalisons aussi chaque année un baromètre des discriminations avec l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et l'édition de 2022 a été consacrée aux personnes employées par le secteur des services à la personne et qui révèlent les discriminations qu'elles subissent. Et sans ce type d'études, une bonne part des discriminations serait invisible. Parce qu'en fait, les recours juridiques ou les recours devant notre institution sont trop rares. Si je prends l'année 2022, seulement 6 500 saisines pour discrimination devant notre institution. Et c'est trop peu. Nos saisines ne sont que la partie émergée de l'iceberg. L'ampleur des discriminations ne se reflète pas dans le nombre de démarches effectuées par les personnes victimes. Il y a une forme de fatalisme et surtout en fait une crainte des représailles. Mais nous agissons par voie d'enquête, par voie de médiation aussi, pour lutter contre les discriminations, pour les situations que nous recevons. Je peux juste vous en citer un qui nous avait un peu étonné cette année, d'un cas d'un professeur de guitare qu'une commune a refusé d'embaucher car il allait devenir père et il voulait prendre son congé paternité de 28 jours. Et nous avons constaté la discrimination et obtenu d'ailleurs qu'il soit indemnisé. Je rappelle que le défenseur des droits est un recours en la matière et je vous rappelle le site internet antidiscrimination.fr et le numéro de téléphone, le 3928. Nous devons toujours rappeler que l'égalité est un principe fondamental, la discrimination une infraction et il y a urgence à faire de la lutte contre les discriminations une priorité politique. Il faut combattre les discriminations, elles sont une souffrance pour les personnes, une injustice, elles entravent leur parcours de vie, leur possibilité de se réaliser en tant qu'individu. Et puis je terminerai avec la dernière compétence que vous avez évoquée, Monsieur le Président, c'est le rôle central que nous jouons sur la protection et l'orientation des lanceurs d'alerte. Nous connaissons l'importance des lanceurs d'alerte pour le respect du droit, pour la préservation de l'intérêt général. Depuis 2016, la première loi de protection des lanceurs d'alerte qui confie justement aux défenseurs des droits la protection et la mission de protéger et d'orienter les lanceurs d'alerte. Et nous occupons une place centrale dans ce dispositif. Notre rôle a été renforcé par la loi du 21 mars 2022, visant justement à renforcer la protection des lanceurs d'alerte, et elle a confié un nouveau pouvoir aux défenseurs des droits, celui de délivrer une certification reconnaissant la qualité de lanceur d'alerte et conférant la protection associée. Nous avons d'ailleurs publié un guide complet à ce sujet à destination des lanceurs d'alerte. Nous recevons actuellement environ une saisine par jour dans ce domaine, ce qui, effectivement, il y avait déjà eu une augmentation, vous l'aviez noté, de 50% en 2022, qui là va doubler ou tripler les réclamations que nous recevons en lanceurs d'alerte. Pour nous, cette augmentation est quand même considérable et représente aujourd'hui un vrai risque d'incapacité de l'institution à remplir ses fonctions. Et permettez-moi justement de terminer en vous disant un mot sur nos moyens d'action. Nos champs d'action n'ont cessé de s'élargir, avec justement la question de l'orientation et de la protection des lanceurs d'alerte, le dispositif antidiscrimination, le suivi des conventions internationales. L'activité a cru continuellement, se traduisant par une hausse des réclamations de plus de 70% depuis 2014. J'évoquais les 126 000 réclamations en 2022 et si on prend depuis 2020, c'est une augmentation de 29%. Les appels reçus sur la plateforme téléphonique en témoignent aussi et connaissent une augmentation substantielle. On est à près de 100 000 appels en 2022. Dans le même temps, entre 2014 et 2022, le plafond d'emploi de l'institution a augmenté de seulement 13% et donc c'est largement insuffisant pour remplir nos missions. Nous sommes clairement face à un risque très prégnant de dégradation du niveau du service rendu aux réclamants, de difficultés, voire d'impossibilité à satisfaire ni même soutenir les personnes les plus éloignées de leurs droits. Et je rappelle qu'en rétablissant les personnes dans leurs droits, nous sommes un facteur de cohésion sociale. Et c'est pour ça que j'ai alerté la Première ministre de cette situation et je voulais profiter de ces échanges de ce matin pour vous alerter également. J'ai bien conscience du contexte actuel des finances publiques. Nous avons transmis des demandes qui sont très réalistes et très précises. D'une part, parce que je constate chaque jour combien nos moyens sont inférieurs à nos homologues européens. L'étude Poldem l'a montré et a mis en exergue que l'indépendance était inversement proportionnelle aux effectifs et nous découvrons qu'en Europe, nous sommes peut-être les plus indépendants, mais surtout les moins lotis
dans ce domaine. J'ai fait aussi des comparaisons sur notre rôle d'ombudsman, de médiateur. Nous avons aussi moins de moyens que nos homologues européens. Et ces moyens sont nécessaires pour que mon institution contribue comme élément pacificateur au service de la cohésion sociale de notre pays. La Constitution nous a confié la charge de veiller au respect des droits et des libertés, et j'observe que les droits et les libertés, et d'ailleurs ceux qui les défendent, sont régulièrement attaqués. Ce rapport annuel d'activité rappelle que les droits et les libertés ne peuvent être mis au second plan. Ils sont le fondement de notre société, de notre organisation sociale. Placés en préambule de notre Constitution, ils sont essentiels à la démocratie et à l'état de droit. À travers les situations individuelles que nous recevons, nous contribuons à rétablir les personnes dans leurs droits, mais aussi à renseigner les pouvoirs publics, l'ensemble des citoyens, sur les réponses plus globales à apporter pour faire progresser le respect des droits. Le rapport montre l'efficacité de notre action, en particulier des médiations dans de nombreux domaines, et l'implication sans relâche des agents et des délégués du Défenseur des droits pour obtenir des avancées pour les droits de toutes et tous, pour rappeler sans cesse où se situe l'inacceptable, comment remédier concrètement aux atteintes aux droits. Mais nous ne pouvons faire face seuls, nous ne pouvons pas nous substituer aux administrations, au pouvoir public. La révélation d'atteintes structurelles aux droits doit être prise en compte. Le rapport donne à voir la réalité des épreuves que traversent celles et ceux qui ne parviennent pas à faire respecter leurs droits. Prendre en compte cette réalité est non seulement une exigence démocratique, mais aussi la seule voie pour établir la confiance dans nos services publics et dans nos institutions. Je vous remercie. Merci, Madame, pour cette présentation exhaustive. Alors, cela a suscité un certain nombre de questions, en tous les cas de collègues qui veulent s'exprimer. Ils sont à ce stade 6, M. François Bonhomme, M. Jérôme Durin, Mme Esther Benbassa, M. Hussein Bourgi, M. Thani Mohamed Soili et M. Guy Benaroche. Je n'exclus pas qu'il n'y en ait pas d'autres qui se manifestent au cours des questions. Je vais donner la parole en premier à M. François Bonhomme. Chère Madame, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. J'ai même lu les 103 pages de rapport que vous avez rendu. Et c'est votre premier rapport à part entière, si j'ose dire, depuis la prise de fonction, parce que je vous avais pris aux fonctions en 2021, je crois. 22... Alors, en juillet 2020, et je suis venue tous les ans vous présenter le rapport devant la commission des lois. Et nous avons, ce qui est notre devoir, fait un rapport tous les ans que nous présentons en commission des lois au Sénat, à l'Assemblée nationale et que j'ai présenté tous les ans au président de la République. Très bien, ça ne change rien à la portée de mes propos. En tout cas, ce rapport est sous votre autorité. J'en ai pris connaissance avec beaucoup d'intérêt. Alors, se mêlent des éléments très différents sur lesquels, pour partie, je peux vous rejoindre, notamment sur les questions de l'accès au numérique, de MaPrimeRénov', qui dénote effectivement des dysfonctionnements administratifs qui sont pénalisants pour l'accès aux droits. En revanche, il n'en est pas de même pour d'autres aspects. Vous êtes la continuatrice d'une autorité indépendante que vous représentez aujourd'hui, qui est l'honneur de notre démocratie. Il faut le dire quand même, c'est peut-être même la première chose qu'on devrait dire ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup... Les démocraties, par principe, osent l'autocritique et donner les moyens de l'autocritique. Néanmoins, cette situation ne doit pas non plus amener un certain nombre de responsabilités. Vous avez le statut d'indépendance. Ce statut doit aussi vous amener en contrepartie l'objectif d'impartialité et celui de responsabilité. Et je dois dire qu'à la lecture de rapports comme les précédents, dans certains cas, j'ai quelques réserves à émettre. Par exemple, je vais essayer d'être précis, vous citez l'exemple de maires MAIRE, qui ont fini par exclure des enfants parce que les parents, de manière chronique et régulière, ou ne respectaient pas le règlement de la cantine ou ne payaient pas. Vous savez, quand vous êtes maire, vous êtes déjà médiateur, quelque sorte. Et ce travail-là, les maires le connaissent parfaitement. Et je peux vous dire qu'ils font le travail que vous faites de manière institutionnelle et officielle en essayant de trouver non seulement les voies du dialogue, mais aussi les voies de règlement avec les parents. Mais il arrive, figurez-vous, que des individus ne respectent pas les règles auxquelles ils sont soumis. Et ça, il faudrait quand même aussi le remettre en perspective. Ça peut paraître secondaire pour les questions de cantine, parce que c'est bien heureusement des choses très marginales.
En revanche, les prises de position que vous avez prises durant l'année, je dois dire, m'amènent à faire quelques réflexions. Je pense notamment aux questions de maintien de l'ordre. Nous avons eu Sainte-Soline. Sainte-Soline qui a été quand même un déferlement de violence caractérisé. Alors vous dites regretter l'escalade de la violence, laissant entendre que l'État a une responsabilité première dans l'escalade de la violence, alors même qu'elle est soumise à des contraintes que vous avez rappelées, extrêmement importantes en termes d'usage de la force. Mais quand vous avez des cars incendiés de gendarmerie, quand vous avez des jets d'engins incendiaires, des blessés graves ou des transports d'armes tout à fait illicites qui ne sont pas là pour être la panoplie de manifestants, vos prises de position en disant simplement que vous êtes contre l'usage de la grenade de désencerclement ou de l'LBD, qui sont quand même, il faudrait le rappeler, qui sont des armes intermédiaires qui évitent l'affrontement. À aucun moment, vous ne remettez en perspective cela. Et ça, je crois que ça donne une mauvaise lecture de votre rôle, et je crois que c'est bien dommage pour l'autorité que l'on vous doit aussi. Donc j'aimerais bien aussi que vous remettiez en perspective ce genre de choses. Je prends également les éléments concernant les occupations illicites. Ici, nous avons un texte en cours sur l'occupation illicite des logements. Vous faites partie, vous avez fait une déclaration tout à fait officielle, dont la presse se régale par nature, parce qu'il n'y a pas de contradictoire dans ce domaine. Vous avez indiqué que c'était vraiment, on criminalisait le locataire, que ça, de toute façon, ça n'aurait aucun effet pour les propriétaires, et qu'en fait, enfin, il y avait des logements vacants. Madame la défenseure des droits, vous avez aussi des gens qui sont âgés, qui trouvent leur logement occupé, qui ont essayé aussi d'avoir de à toutes les portes pour épuiser toutes les procédures de conciliation, d'aide financière. Mais vous avez ce phénomène qui s'accroît et qui s'aggrave. Vous ne pouvez pas ignorer cette situation en disant de toute façon, ça ne sert à rien et il n'y a pas de problème. Il y a un truc qui s'appelle le droit de propriété. Ce n'est pas un petit article, c'est l'article 17 de la Constitution. Pourquoi ne faites-vous pas aussi état du droit de propriété, comme lorsqu'il s'agit du maintien de l'ordre, du droit de propriété quand il s'agit de protéger les propriétés privées des réserves d'eau que l'on s'échine à mettre en place après avoir respecté toutes les autorisations et que une partie des manifestants faisant une mauvaise lecture de leurs droits contestent par la violence tout à fait déchaînée. Ça aussi, j'aurais voulu l'avoir. Enfin, vous avez indiqué votre position sur les AFD. Les AFD, je le rappelle, ça a été créé en 2016. Et ici même, Madame la défenseure des droits, vous auriez pu même le rappeler, le Sénat s'est évertué jusqu'à présent de limiter le recours à l'AFD. Mais si on a autorisé l'AFD, c'est parce que aussi on a des problèmes de bonne administration de la justice. Et quand vous avez des usages de cannabis, des occupations illicites d'immeubles, des sonnettes d'alarme intempestives dans les trains qui vont empêcher les usagers de circuler normalement et qui empestent leur vie, si j'ose dire, eh bien, il y a des questions aussi de droit aussi pour chacun d'aller et de venir, par exemple. Donc, il y a d'autres droits derrière qu'il faut aussi protéger. Et dire que uniquement que vous êtes contre et que c'est attentatoire, c'est une atteinte structurelle à la liberté des personnes qui sont concernées, je crois aussi que là aussi une remise en perspective aurait été quand même bienvenue. Un dernier exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui, vous avez parlé de Mayotte. Mayotte est l'exemple frappant. Vous ne le voyez que du point de vue des discriminations à l'égard de l'immigration illégale et des conditions de séjour dans les CRA et autres institutions. Vous savez, il y a une population là-bas qui subit 35% d'immigration illégale, qui n'arrive plus à vivre, qui vit de l'insécurité permanente des choses. Je crois aussi quand même qu'il faudrait aussi le voir aussi du point de vue du droit à la sécurité. Donc, Madame la défenseure, j'aimerais vraiment que vous mettiez un tout petit peu de balance dans la complexité des choses, parce qu'il arrive que des questions soient complexes. Il arrive qu'on ait plusieurs droits qu'on doive aussi articuler pour que la société fasse société précisément. Or, aujourd'hui, le voir du point de vue uniquement de la violence systémique d'un État qui s'adresse à des personnes discriminées, c'est quand même un point de vue qui mériterait d'être, me semble-t-il, corrigé. Merci, monsieur, madame. Monsieur Durin. Oui, merci, monsieur le président. Madame la défenseure des droits, vous le voyez, la difficulté pour nous qui sommes porteurs de convictions parfois un peu vives, c'est que
nous avons du mal parfois à considérer que votre impartialité ne soit pas la stricte compatibilité avec nos propres convictions. Donc je vais essayer de dépasser mes propres convictions pour vous poser des questions qui rebondissent sur ce que vous nous avez indiqué. D'abord, je vous remercie pour votre travail et celui de vos équipes. Dire que principalement en matière de déontologie de la sécurité interne et de contrôle externe des forces de l'ordre, vos recommandations sont toujours utiles, même si elles ne sont pas toujours suivies par les pouvoirs publics. Avec la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, vous avez évoqué des arrestations arbitraires pendant les manifestations à Paris. Le préfet de police s'est d'ailleurs ému de vos critiques, qu'il considère injustifiées. Est-ce que vous pouvez rappeler le travail qui vous a permis d'arriver à ces conclusions ? J'avais par ailleurs moi-même interpellé le ministre sur le rappel du caractère obligatoire du port du Rio. Il a d'ailleurs transmis une consigne aux forces de l'ordre qu'il a à nouveau circularisé sur cette question et il faut le remercier. Est-ce que vous avez des éléments sur la nécessité pour les citoyens de pouvoir identifier les agents, les membres des forces de l'ordre avec lesquels ils échangent? Merci. Merci, Monsieur Durin. Madame Esther Benbassa. Merci, Monsieur le Président. Madame la défenseure des droits, je voudrais féliciter votre travail et celui de vos équipes. Et je suis même impressionnée comment, avec un si petit budget, vous arrivez à faire tant de choses. Alors d'abord, je voudrais avoir quelques réponses, parce que c'est vrai qu'on critique certaines choses, mais est-ce qu'on trouve des solutions? C'est ça le problème. D'après un sondage du Huffington Post, un Français sur deux craint de manifester en raison de la présence des forces de l'ordre. Vous avez reçu 166 réclamations allant dans ce sens. Dans quelle mesure vos recommandations à l'attention des forces de police sont-elles suivies par les services concernés? Deuxièmement, vous avez parlé du problème des étrangers pour obtenir un rendez-vous à la préfecture. Croyez-moi, mon petit cabinet reçoit régulièrement des demandes, et même des demandes de naturalisation de gens qui sont en France depuis 40 ans, qui remplissent leur dossier, en attendant le rendez-vous, leurs timbres sont périmés, ils doivent payer de nouveau les timbres, refaire les photocopies, etc. Vous voyez, quand nous, sénateurs ou sénatrices, aidons ces gens, on a quelque part l'impression comme si on faisait quelque chose qu'on ne devrait pas faire. C'est une façon, entre guillemets, je vais être vulgaire, de pistonner. Pourquoi celui-là et pas l'autre? Vous voyez? Mais nous passons beaucoup de temps dans ce sens et il faudrait franchement trouver une solution. Et ensuite, surtout une solution maintenant, avec l'arrivée de l'été où les détenteurs d'un permis de résidence doivent partir en vacances. Ils ont ils ont demandé le renouvellement de leur permis de séjour et ils ne le reçoivent pas. Ils ont des billets achetés, etc. Bon. Ensuite, je voudrais vous poser aussi une question. Ce n'est pas dans votre rapport puisque c'est récent. Hier, le Sénat a adopté le projet de loi justice réformant le ministère de la Justice et le corps judiciaire. Vous avez eu connaissance du fameux article 3 tendant à activer à distance tout type d'appareil électronique. Quel regard portez-vous sur cette mesure qui, à mon modeste avis, est fortement attentatoire à notre vie privée? Et enfin, je sais que votre institution est indépendante et nécessaire à la société, mais vous évoquez le manque de moyens pour mener à bien certaines actions, notamment pour suivre les réclamations qui augmentent d'année en année. Vous avez dit que vous êtes un des centres du même potentiel que vous, indépendants en Europe, qui sont bien moins lotis que vous. Alors, avez-vous une estimation du budget nécessaire? Pensez-vous devoir embaucher davantage de collaborateurs? Vous avez beaucoup de travail à faire, vous l'avez dit, les discriminations ne régressent pas, hélas, et il y a bien d'autres sujets sur lesquels vous travaillez. Voilà, je vous remercie de nouveau
et je vous souhaite beaucoup de courage et vous avez beaucoup de mérite. Merci, Mme Benbassa. Monsieur Hussein Bourgi. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame le Défenseur des droits. Je voudrais vous saluer, vous, vos adjoints et vos équipes pour le travail précieux que vous faites chaque année qui nous permet d'éclairer nos travaux. En venant ce matin ici, je ne savais pas ce que vous alliez nous dire comme illustration de votre rapport d'activité, mais il se trouve que vous avez évoqué la prime Rénov'. Et ce matin, le quotidien de ma région, donc le Midi Libre, fait sa une sur les ratés de la prime Rénov'. Donc, les perdants de la prime Rénov', c'est la une du journal et un dossier à l'intérieur évoque une multitude de témoignages comme celui que vous avez évoqué tout à l'heure pour illustrer l'absurdité de cette situation. En venant ici ce matin, je regardais les mails que j'ai reçus encore hier et un cas qui illustre les difficultés pour les personnes dans leur relation avec l'administration. Une dame qui est à la retraite, fonctionnaire civil du ministère des Armées, qui est partie à la retraite depuis 1 an et qui s'est rendu compte qu'il y avait des manques dans la carrière qui est la sienne, notamment pour les enfants qu'elle a eus. Et donc depuis 1 an, elle envoie des courriers au ministère des Armées. Alors effectivement, aujourd'hui, on a refermé les casernes, donc il n'y a plus de casernes dans la ville, dans le département où elle réside, où elle a travaillé. Elle est condamnée à s'adresser au ministère des Armées. Depuis 1 an, elle n'a pas de réponse. Et cette dame se retrouve dans une situation qui est assez délicate, avec une perte de plusieurs centaines d'euros sur sa retraite. Vous avez évoqué tout à l'heure la situation des étrangers. Je vais moi aussi l'illustrer, la prolonger par le sort des Français résidant dans l'Hexagone et résidant dans les Outre-mer, mais résidant aussi et surtout à l'étranger. Vous avez évoqué la situation des étrangers et je suis bien placé pour le voir mois après mois et surtout à la rentrée, lorsque les étudiants arrivent à 100 mètres de mon domicile et font la queue devant la préfecture. Devant la préfecture et au motif de fluidifier, de rationaliser le traitement des demandes de titres de séjour à Montpellier, comme ailleurs, on a externalisé. Et donc aujourd'hui, c'est développé un marché noir des rendez-vous. Les gens se connectent à minuit, 1 heure du matin, prennent tous les rendez-vous et le prix du rendez-vous, c'est 200 ou 250 euros. Ça, c'est pour les étrangers. Mais je vais aller beaucoup plus loin, Madame le Défenseur des droits, pour vous parler des Français, des citoyens français qui résident dans notre pays et qui résident à l'étranger. Lorsqu'ils déposent leur dossier pour renouveler un passeport ou une carte d'identité, parfois pour voyager, pour un événement familial qui est fixé de longue date, pour un mariage, pour un baptême, les dossiers qui ont été déposés depuis 4 mois ou 6 mois, je peux vous en citer des dizaines, auprès des municipalités qui se démènent pour ouvrir des tranches horaires beaucoup plus larges, des amplitudes horaires beaucoup plus larges. Mais les municipalités servent de boîte aux lettres, vous le savez. On dépose les dossiers pour les passeports et les cartes d'identité auprès d'elles, et ensuite elles les transmettent à la préfecture et au ministère de l'Intérieur. Et donc, toute l'insatisfaction, tout le mécontentement, ce sont les municipalités qui l'assument, qui en héritent au quotidien, alors que ce ne sont pas elles qui fabriquent les titres. Je voudrais vous parler des Français qui résident à l'étranger. Ils sont soumis, hélas, au même sort, parce qu'une funeste décision a été prise aussi. Tous nos consulats à l'étranger ont sous-traité les rendez-vous pour le dépôt des dossiers, ce qui vaut pour les étrangers souhaitant venir en France, vaut aussi, dans certains pays, pour les ressortissants français. Et donc, j'ai des exemples, depuis 2 ans, de personnes qui n'ont pas pu venir assister à des mariages fixés depuis 6 mois, au mariage de leurs petits-enfants, en déposant le dossier 6 mois en amont, n'ont pas obtenu les titres dans les délais impartis. Tout cela pour vous dire que les travaux que vous menez, les rapports d'activité que vous rendez chaque année, ne peuvent pas plaire à tout le monde. De toute façon, vous n'avez pas vocation à plaire à tout le monde. Vous n'avez pas vocation à plaire à tout le monde, vous avez vocation à faire bouger les choses. Et naturellement, vous n'êtes pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure, mais vous êtes là pour essayer de faire arriver les autres trains qui sont pour l'instant en retard à l'heure. C'est votre rôle, c'est notre rôle avec vous en tant que pouvoir public, chacun dans le respect de ses prérogatives, chacun dans le respect des missions qui sont les siennes, avec la liberté de ton qui peut être le vôtre comme le nôtre, car je rappelle, vous êtes une autorité administrative indépendante, vous n'êtes pas soumis à l'exécutif, ni au législatif d'ailleurs, vous êtes indépendant, et votre liberté de ton, elle vous appartient, et si elle nous plaît, c'est bien, si elle ne nous plaît pas, c'est pareil. Merci. Merci, mon cher collègue. Monsieur Thani Mohamed Soili, puis Monsieur Benaroche, et Madame Hénon répondra.
Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la défenseure, j'aimerais saluer moi aussi votre travail et le travail de vos équipes. Ensuite, vous dire que les principes et valeurs que vous défendez, je crois qu'ici, tout le monde les défend et tout le monde est d'accord avec ces principes et ces valeurs. J'aimerais revenir sur la situation à Mayotte que vous avez évoquée en disant votre préoccupation par rapport au décasage et aux éloignements notamment. D'abord, je pense qu'il ne faut pas employer ce mot décasage parce qu'il renvoie à de l'illégalité alors que dans le cadre de l'opération Bouchou, les choses se font dans le respect de la loi que nous avons votée ici, et notamment la destruction de ces bidonvilles est faite conformément aux dispositions de la loi Elan que nous avons travaillé ici à la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Ces dispositions ont été soumises au Conseil d'État pour une proposition de QPC. Le Conseil d'État récemment a estimé que ça n'en valait pas la peine parce que les dispositions de la loi Elan utilisées pour la destruction des bidonvilles à Mayotte obéissent à notre Constitution. Or, je viens de regarder Wikipédia. Lorsque je tape décasage, ça renvoie à des destructions illégales entreprises par des habitants. Je pense que c'est important de commencer par rappeler ceci et de dire que ce qui se fait à Mayotte aujourd'hui se fait conformément à la loi. Et d'ailleurs, le préfet a eu l'occasion de suspendre les destructions qui avaient été programmées, justement parce qu'il y a eu des recours devant à la fois le tribunal administratif et devant le juge civil. Et ce n'est que lorsque ces juridictions ont donné leur feu vert que les procédures ont été continuées. J'aimerais également appeler à de la nuance, à rééquilibrer les choses, à davantage d'objectivité lorsque vous évoquez le cas de Mayotte, et notamment rappeler que dans ce département de 374 km², la moitié de la population est étrangère, 60% des reconduites à la frontière de la France sont effectuées à partir de ce caillou, de rappeler que chaque jour naît une salle de classe, 30 enfants. Donc il serait nécessaire chaque jour, pour suivre le rythme, de construire au moins une salle de classe, sans compter le phénomène dit des quoitas scolaires, qui fait que, une fois que les communes, les écoles ont fait leur programmation de l'année, eh bien, à cette période-là qui commence, arrivent des dizaines, des centaines d'enfants supplémentaires provenant des Comores, et on demande aux communes qui sont parmi les plus pauvres de France, eh bien, de faire face du jour au lendemain à ces centaines d'élèves supplémentaires chaque année. Donc, comment Mayotte, les collectivités de Mayotte s'en sortent-elles? Et tout en étant d'accord avec les principes, les valeurs que vous avez rappelées, il faut aussi mettre sur la balance ces éléments. Il y en a d'autres, mais ce sont ceux, compte tenu du peu de temps qui nous est imparti, que je voulais aussi évoquer ici, et finir par vous dire que l'opération Bouchou, qui a fait peur et qui a fait beaucoup parler avant même qu'elle n'ait commencé, plaît beaucoup aux Mahorais, qui se disent enfin, ça va peut-être bouger, enfin, on est peut-être en train de s'occuper de la situation de Mayotte, qui fait que nous subissons une immigration clandestine insensée et insupportable pour les Mahoraises et les Mahorais et pour nos collectivités.
Merci. Monsieur Guy Benaroche. Merci, Monsieur le Président. Madame la défenseure des droits, je voulais tout d'abord vous remercier et vous féliciter pour le travail de votre institution. Votre institution a un rôle un peu particulier qu'elle exerce avec toute l'indépendance souhaitée et nécessaire en fonction justement de la fonction qui lui a été donnée, sans se substituer ni au travail du législateur, ni au travail des élus, ni au travail de l'administration, sans avoir les pouvoirs de ces différents organes, mais avec la qualité d'une impartialité que, pour ma part, j'estime certaine et respectée à la place que vous devez avoir et à la place que vous occupez. Je tenais d'abord à vous en féliciter. J'ai deux questions et une petite remarque. Ma petite remarque, ce que vous avez dit sur le fait que la dématérialisation doit être accompagnée en permanence par une devise qui est un guichet, un humain, et quelque chose qui est un leitmotiv de toutes les prises de position sur la numérisation et sur la dématérialisation de mon groupe, et que la réponse que j'ai systématiquement, c'est fait. Et je vous le dis, et vous le permettez de le constater, ce n'est pas le cas. Et cela aboutit à tout un tas de situations inextricables et inacceptables. Il faut répéter absolument ce leitmotiv. Deux questions que vous avez ou qui ont été légèrement évoquées. La première sur les amendes forfaitaires délictuelles. Je pense que le président Buffet l'avait évoqué. Je ne pense pas que vous y ayez répondu. Ma question est la suivante. La LOPMI, effectivement, souhaitait une généralisation initiale de cette procédure. Au Sénat, nous l'avons limitée, nous l'avons transformée en extension. Néanmoins, en ce qui nous concerne, l'arbitraire et la disparité de traitement étaient une crainte, y compris pour l'extension. Il me semble que d'après les premiers signalements et les premiers retours d'expérimentation, cette crainte s'avère justifiée. Dans un communiqué récent, vous avez demandé de mettre fin à l'amende forfaitaire délictuelle. Je voulais savoir quels étaient en fait les argumentaires pour mettre fin à l'amende forfaitaire délictuelle. Deuxième question, sur ce qui est parfaitement dans votre rôle, à savoir des recommandations sur le respect des règles de déontologie par les forces de sécurité. Vous l'avez rappelé plusieurs fois, y compris qu'il fallait encadrer les contrôles d'identité, les fouilles et les filtrages. Vous avez alerté sur la problématique développée par ce gouvernement. Alors, je cite, le ministère de l'Intérieur et le préfet de police ont affirmé qu'il n'y avait pas d'interpellation préventive des manifestants. Par contre, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, avait quand même, lui, affirmé qu'il pouvait y avoir des arrestations faites pour contrôler. C'est Olivier Véran qui l'a dit. Bon. Donc, ma question porte sur les interpellations qui seraient préventives de personnes aux abords de manifestations. Je rappelle un fait divers qui a eu un peu, parce que ça ne touchait pas des écologistes, donc du coup, il a eu un peu de succès. C'était celui sur l'histoire des jeunes Autrichiens qui avaient été placés en garde à vue avec des dizaines d'autres personnes sans aucune raison réelle. Donc je souhaiterais savoir, avec le recul et après votre prise de position du mois de mars, si vous estimez qu'il y a eu un progrès qui a été fait dans la gestion de cette problématique, si des leçons ont été tirées et si des changements de procédure, à votre connaissance, ont été mis en place. Merci, Monsieur Benaroche. Je crois qu'on a fait le tour de l'ensemble des questions. Madame la défenseure, vous avez la parole. Merci beaucoup à tous pour vos questions. D'abord, en introduction, je voudrais réinsister sur notre impartialité, mon impartialité et la question du travail objectif. Parce que nous menons des enquêtes en contradictoire et nous entendons l'ensemble des parties. Donc notre travail est tout à fait objectif et impartial. Je ne nie pas les difficultés des forces de l'ordre et de Mayotte. Et d'ailleurs, dans les avis que nous rendons, nous le disons à chaque fois. Et c'est vrai, je sais, l'un de vous l'a dit, je ne vois que ce qui ne va pas. Et c'est d'ailleurs, l'institution a été créée pour ça et on ne m'a pas demandé de faire des rapports d'état des lieux complets, mais bien de rapports à partir de ce que nous observons dans nos réclamations pour faire un certain nombre de recommandations. Ça, c'était en propos introductif. D'autre part, donc, Monsieur Bonhomme, toutes les démocraties ont des institutions équivalentes à la nôtre. Toutes.
Voilà, donc ça c'est vraiment un élément important de démocratie. Manifestement, vous avez lu notre rapport annuel. En revanche, manifestement, vous n'avez pas lu les avis que nous avons rendus. Je pense au schéma de maintien de l'ordre, je pense à ce que je dis sur les questions de déontologie des forces de sécurité. D'abord, pour vous répondre sur la question des maires. En fait, ce que nous disons dans ces cas-là, on a parfaitement conscience de la difficulté pour les maires de récupérer les créances des parents. Ce sur quoi je me prononce à chaque fois, c'est sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Et ça, vous allez être d'accord avec moi que c'est vraiment pas optimal d'enlever un enfant de la cantine devant tout le monde, de dire devant tous les autres élèves à l'enfant, c'est comme ça que démarre le harcèlement scolaire, très clairement, de dire à un enfant devant tout le monde, tes parents n'ont pas payé la cantine, ce sont des éléments qui font démarrer le harcèlement scolaire. C'est ça que nous dénonçons. Et c'est ça qui est important, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et c'est la seule question sur laquelle je me prononce. Et bien sûr qu'il faut que les mères récupèrent les créances. Et il y a moyen de s'adresser aux parents sans dénoncer l'enfant devant tout le monde. Et quand nous sommes intervenus, c'est précisément sur ces questions-là. Ça, c'est le premier point. Le maintien de l'ordre. Alors, toutes mes interventions publiques ont commencé par condamner toute forme de violence. J'ai toujours dit que c'était la première chose. Je condamne toute forme de violence. C'est le premier point. Deuxièmement, le principe du maintien de l'ordre, c'est la liberté de manifester. C'est le premier objectif. Et je redis aussi, et je le dis à chaque fois, que je suis consciente des difficultés auxquelles sont confrontées les forces de l'ordre et de la violence auxquelles ils sont confrontés. Les réclamations que nous avons reçues depuis les manifestations sur la retraite. Effectivement, des personnes qui disent, et donc là pour le coup j'ai toujours utilisé le conditionnel dans les réclamations que nous recevons, parce qu'en fait nous sommes au début des enquêtes, et donc je ne peux pas me prononcer, et nous prononcerons, il nous faut quand même le temps de faire des enquêtes en contradictoire. Si je vous donne en gros le détail des 169 réclamations, il y a un tiers où assez vite nous n'avons pas les éléments pour dire qu'il peut y avoir non-respect de la déontologie des forces de sécurité. Nous en avons un tiers où l'affaire est portée devant les tribunaux, il nous faut l'autorisation du procureur pour instruire, donc tout ça va prendre du temps, et nous avons un tiers sur lequel nous sommes en train d'enquêter, et d'ailleurs je remercie la préfecture de police de Paris et le préfet de police qui nous répond de façon très rapide sur les éléments que nous demandons. Les réclamations portent effectivement sur des personnes qui disent avoir été privées de liberté dans des NAS sans point de sortie, des personnes qui disent avoir été victimes de violences, des interpellations suivies, considérées par le réclamant de garde à vue arbitraire, et la nouveauté, c'est des journalistes empêchés de faire leur travail. Ça, c'est des réclamations nouvelles que nous n'avions pas avant. Et d'autre part, l'un de vous me demandait si nous avons des réponses sur les recommandations que nous faisons. Alors, nous sommes en échange très régulier, à la fois avec les forces de l'ordre, avec le ministère. Nous avons fait des recommandations dans le schéma de maintien de l'ordre. Nous avons été suivis sur un certain nombre de recommandations. L'identification visible du RIO, il y a des progrès, on est d'accord. Nous avons encore vu des difficultés sur le RIO non visible, mais globalement, nous observons plutôt des progrès. Et je voudrais d'ailleurs, monsieur le sénateur, puisque vous vous intéressez à la déontologie des forces de l'ordre, vous rappeler que dans une des décisions que nous avons rendues sur un jeune maîtrisé au moment d'une manifestation, au sol maîtrisé, qui continue à être frappé par un policier. Nous, ce que nous étudions, c'est la nécessité et la proportionnalité de la force utilisée. Quand la personne est maintenue, elle n'est ni nécessaire ni professionnelle. En l'occurrence, ce policier était casqué, cagoulé, sans RIO visible. Aucune des forces de l'ordre à côté, les policiers et l'encadrement, n'a été capable de nous dire qui c'était. Ça, si ce n'est pas délétère pour la confiance qu'on a dans nos forces de l'ordre, je pense que c'est particulièrement délétère. Mais nous observons plutôt des progrès dans la visibilité des RIO, mais pas suffisamment, il n'y a pas de doute là-dessus. Sur l'usage des LBD, pourquoi nous nous sommes prononcés contre? D'abord parce que nous avons aussi regardé ce qui se passe dans les autres pays européens. Figurez-vous que de nombreux pays y ont renoncé parce qu'il y a des risques d'atteinte physique. Et ce que nous observons dans les réclamations, c'est des personnes qui ont perdu un œil, qui ont un bras complètement abîmé. Et c'est juste pour ça que nous nous prononçons contre. Donc je pense au contraire que ce que nous disons, en disant à chaque fois de ne jamais généraliser, nous disons bien que nous voyons des difficultés ponctuelles et que nous souhaitons qu'il y ait des sanctions quand il y a des difficultés. Je tiens à dire d'ailleurs que depuis que je suis arrivée, nous avons fait 12 demandes de poursuites disciplinaires pour les forces de l'ordre. Nous avons obtenu 7 réponses du ministre de l'Intérieur. Les 5 autres, c'est normal, elles sont en cours d'examen. Il y a eu
4 ouvertures d'enquête avec rappel des textes. Alors ça, évidemment, pour nous, ça n'allait pas suffisamment loin, parce que si nous demandions des poursuites disciplinaires, si c'est juste un rappel au texte, nous le faisons nous-mêmes, et nous pensons que la sanction devait aller plus loin, mais nous sommes en échange régulier. Je voudrais aussi vous préciser que nos décisions les plus importantes, et justement quand on demande des sanctions, des poursuites disciplinaires, passe devant un collège dans lequel il y a des personnalités qui sont nommées par le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, la Cour de cassation et le Conseil d'État. Et nous avons d'ailleurs dedans un ancien DGPN, directeur général de la police nationale. Les décisions depuis que je suis arrivée sont prises à l'unanimité, sauf dans 2 situations où nous avons été amenés à voter, mais elles sont prises en général absolument à l'unanimité. Donc voilà ce que j'observe, et je pense qu'en disant ce qui ne va pas, nous contribuons à rétablir la confiance. Sur la question des occupations illicites de logements, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, je pense qu'il y a un problème d'accès au logement de façon générale, de manque de construction de logements, et entre autres de logements sociaux et très sociaux à des prix abordables, particulièrement dans les zones tendues. Donc, dans notre avis, nous disons bien qu'il y a un problème, mais on est bien en confrontation effectivement de droit. Vous avez raison, le droit à la propriété, qu'on signale tout à fait dans notre avis d'ailleurs, il est absolument, alors lisez-le, il est absolument écrit. Voilà, oui, je pense que ça me paraît... Et donc, il n'y a pas de doute. Simplement, il y a un autre droit qui est en parallèle, qui est le droit à la vie privée, et que nous mettons en confrontation. Et ce sur quoi, en fait, nous sommes inquiets, c'est l'amende qui pourrait être mise si la personne, et qui peut monter jusqu'à 7 500 €, si la personne reste dans les lieux alors qu'il y a eu demande d'expulsion. Moi, ce que j'observe, ça devient une criminalisation de la pauvreté, et je suis forcément inquiète de cette question. Sur les AFD, les amendes forfaitaires délictuelles. En fait, si nous nous sommes prononcés, c'est par rapport aux réclamations que nous avons reçues dans ce domaine. En fait, c'est la complexité des règles de contestation qui nous inquiète. C'est que nous avons eu des réclamants qui ont voulu contester une AFD, donc ce qui est effectivement possible, sauf qu'ils n'ont pas fait l'envoi en recommandé ou en utilisant le formulaire. Ça a été considéré comme irrecevable. Et ces AFD, c'est pas rien, parce que c'est quand même inscrit sur le casier judiciaire. Et donc ça a un impact qui n'est pas négligeable. Et j'ai bien conscience aussi de la question de désengorger les tribunaux. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, c'est plutôt des populations éloignées du droit et plus précaires qui ne vont pas pouvoir faire valoir leurs droits. Parce que l'obligation de consignation préalable, c'est aussi une difficulté pour un certain nombre de personnes. Et puis on a eu plusieurs situations de problèmes de réception de l'avis de l'AFD, parce qu'elle est envoyée par courrier simple et qu'il y a des moments où ça n'arrive pas auprès de la personne. Je peux vous donner d'ailleurs un exemple. C'était une personne qui avait été verbalisée pour défaut d'assurance, alors qu'en fait elle était assurée, mais elle n'avait pas l'assurance sur elle, ce qui est effectivement, enfin je veux dire, une faute, mais dans ces cas-là, il y a une contravention qui est émise, mais elle était bien assurée, et donc sa contestation a été jugée irrecevable car elle n'a pas utilisé le formulaire. Une autre qui était malade et hospitalisée à ce moment-là, qui donc n'a pas fait la réclamation à temps. En fait, si on se prononce là-dessus, c'est à partir de réclamations qu'on reçoit. Et effectivement, en principal, nous avons demandé la suppression des AFD, mais en subsidiaire, nous avons fait un certain nombre de recommandations, justement sur les questions que je viens de soulever, pour que ce soit plus clair pour les réclamants. Je pense que recommandations force de l'ordre, je pense que j'ai à peu près fait le tour des questions que vous m'aviez posées là-dessus. Sur la question des rendez-vous en préfecture, d'abord, je suis assez persuadée que dans vos permanences, vous voyez des choses assez équivalentes à ce qu'on peut voir sur ces difficultés de rendez-vous en préfecture, sur MaPrimeRénov', sur des choses comme ça. Et vous savez, je vais régulièrement voir nos délégués sur le terrain dans ce qu'on appelle, nous, des collégiales, où on réunit les délégués d'un département ou d'une région pour échanger avec eux. Ce qui est assez intéressant, c'est que les 2 sujets qui arrivent tout de suite, dès que j'arrive, ils me disent « on n'en peut plus des préfectures qui ne nous répondent pas sur des situations dramatiques », et la même chose sur MaPrimeRénov'. Voilà, ce sont les 2, et je pense que ça, vous le voyez aussi, vous, dans vos permanences. Sur la question là, de la loi sur la justice et de l'intelligence artificielle, en fait, on travaille beaucoup avec la CNIL aussi sur ces questions, et nous, notre grande crainte,
c'est aussi tous les biais discriminatoires. Et je pense qu'il faut beaucoup plus de transparence. Je trouve qu'on voit les difficultés en ce moment d'ailleurs sur Parcoursup et sur les affectations. Ce qu'il faudrait, c'est plus de transparence sur comment ça fonctionne pour que les gens comprennent. Et nous, on y voit toujours un risque discriminatoire qui peut être et qui peut entre autres discriminer des jeunes en situation de handicap. Et nous le voyons. Et ce qui est absolument nécessaire, c'est la question de la transparence. Et surtout, la discrimination, elle peut être dans la façon dont on fait fonctionner l'intelligence artificielle, mais elle peut devenir discriminatoire. Voilà. Donc on a quelques inquiétudes sur ce sujet. Les problèmes de retraite, Monsieur Bourgi, que vous avez évoqués. Alors on a pas mal de réclamations dans ce domaine, une situation très grave aux Antilles, hein, avec des réclamants qui passent 1 an et demi, 2 ans sans aucune ressource, des pensions de réversion qui ne sont pas versées, alors ça aussi sur le territoire métropolitain, des difficultés. Et évidemment, c'est excessivement délétère, vous l'avez dit, des personnes qui, du coup, se retrouvent avec des revenus diminués. Je vous incite dans ces cas-là à nous saisir. Je ne promets pas toujours des miracles, parce qu'il faut aussi qu'on ait des réponses dans ces cas-là de la CNAV, mais n'hésitez pas. Vous avez aussi évoqué la question des Français de l'étranger. Sachez qu'on a 4 délégués qui ont pour mission justement de traiter les réclamations des Français de l'étranger. Et effectivement, nous observons la même chose que vous sur des difficultés d'accès sur les demandes de renouvellement de passeport hein, de Français, les cartes d'identité. On continue à avoir des difficultés et sur lesquelles ça empêche les personnes, vous l'avez dit, mais ça, nous on a aussi des personnes, ça les empêche d'aller à un enterrement d'un proche ou aller accompagner un proche sur des fins de vie. Et je redis dans tout ça, effectivement, je vois ce qui ne va pas. Le dernier point que j'ai peut-être pas encore évoqué, c'est la question de Mayotte. Et je vous remercie beaucoup sur vos propos sur Mayotte. Nous avons, évidemment, dans ces cas-là aussi, on voit ce qui ne va pas. Et moi, je vais vous dire, en gros, ce qui ne va pas. C'est que, en fait, ben non, la loi, elle n'est pas toujours appliquée. On a eu des situations où la loi Elan n'a pas été appliquée assez récemment, avant le démarrage de Wambushu, et où il y a eu, justement, alors je suis d'accord avec vous que le terme de décasage n'est pas bon, mais destruction de bidonvilles. Mais là, en l'occurrence, c'était un décasage qui était illégal. Il n'y avait pas eu de... La loi Elan, elle est claire. Hein, il faut qu'il y ait une proposition d'hébergement. Et il n'y avait pas eu, justement, de proposition d'hébergement. Puis après, nous, ce qu'on observe, parce que donc, vous savez qu'on a une délégation qui est allée sur place, de juristes. On a 4 délégués sur place. Notre chef de pôle régional qui est basé à La Réunion, qui va régulièrement à Mayotte. Donc, on est en lien direct avec les difficultés qui peuvent arriver. Et donc, ce que nous observons, c'est justement les moments où le droit n'est pas appliqué. J'ai en tête, alors donc il y a la question de la destruction des bidonvilles et du relogement, de l'hébergement qui est proposé ou pas proposé. On a observé aussi des difficultés dans l'enquête sociale faite pour justement essayer de proposer un hébergement qui soit adapté aux personnes. On observe aussi que quand cet hébergement est proposé à l'autre bout de l'île pour la question de la scolarisation des enfants, c'est excessivement compliqué. Nous continuerons à défendre l'intérêt supérieur de l'enfant sur ces questions-là. Et puis je voudrais vous citer quelques situations sur lesquelles on a été alerté. On a été saisi d'une situation d'un enfant qui, pendant 2 ans, qui a été trouvé dans un caniveau et a été surnommé bébé X sans lui donner un nom, sans une protection de cet enfant. C'est d'une violence inouïe, on le sait, pour sa propre identité. Nous avons été saisis aussi d'un jeune et on a eu plusieurs situations comme ça, je vous le cite, mais d'un jeune de 15 ans français qui est arrêté par les forces de l'ordre, qui n'a pas de pièce d'identité sur lui, mais qui dit bien « je suis mineur ». Je suis français, qui est mis par les forces de l'ordre, majeur comorien, expulsé aux Comores, aucun lien familial aux Comores. Il passe 17 jours à la rue avant qu'on arrive à ce qu'il soit rapatrié. Ce n'est pas la seule situation que nous avons eue comme celle-là. Nous avons eu des enfants rattachés arbitrairement à des adultes qui aussi étaient des enfants français en situation et de parents en situation légale. Donc oui, en fait, moi, ce que je vois, c'est les moments où justement ça ne va pas et où les droits ne sont pas respectés. Donc je ne suis pas tout à fait aussi optimiste que vous sur la question que les droits sont respectés. Non, justement, on observe, et c'est là-dessus qu'on parle. Et je vous redis, c'est là que je vois que ce qui ne va pas, on est saisi quand les choses n'ont pas été faites, correctement. Je pense que j'ai répondu à peu près à l'intégralité de vos questions. Merci, madame. Il n'y a pas d'autres questions. Nous arrivons donc au terme de votre audition. Peut-être, sans vouloir être un mot de conclusion absolue,
Considérer que nous sommes, cela a été dit tout à l'heure par Thani Mohamed Soilihi, tous d'accord sur les principes de droit qui sont les nôtres, que ces principes soient respectés, il n'y a aucun doute. La question reste cependant, et je vous la pose très librement, c'est de cas particuliers d'en faire une exception qui remette en cause le principe. C'est ça la difficulté. C'est qu'il peut y avoir effectivement des cas particuliers où la règle de droit n'a pas été respectée ou pas respectée ou parce que l'État lui-même n'a pas mis en œuvre les moyens suffisants pour qu'elle soit respectée. On ne va pas rentrer dans le détail de tout ça. Mais ça ne peut pas remettre en cause les principes généraux qui ont été établis et les règles à caractère général. Donc c'est en ça, je crois, que la commission des lois aime l'équilibre. Voilà. Merci à vous. Excellente journée. Merci. Ah oui, Monsieur Bonhomme, avant de partir. Je crois que, si vous me permettez, Monsieur le Président, pour l'intérêt de la discussion, j'aimerais juste avoir un petit droit de suite parce que j'ai entendu la réponse. Petite suite alors, allons-y. Très petite suite, mais je trouve que c'est intéressant parce que je ne me situe pas ici comme ayant le mauvais rôle de celui qui a le rôle de défendre des choses qui seraient indéfendables. Pas du tout. Pas du tout. Quand les cas, Madame la défenseur des droits, que j'ai pris en cause, c'est qu'il ne faudrait pas, à partir d'une situation, vous avez pris le cas de la cantine, où effectivement il y a un policier municipal qui est, le maire a cru qu'avec le policier municipal, mais on peut le comprendre parce que quand vous savez la fonction de maire, comme elle est prenante, on peut faire des erreurs de cette appréciation. Et donc en faire un cas d'humiliation de lève, je vous l'accorde. Mais il ne faudrait pas, à partir de cette situation qui, bien heureusement, demeure tout à fait marginale, exceptionnel, en faire un cas de figure général pour aborder le sujet. Voilà, c'est simplement une remise en perspective. Et je crois que l'intérêt de nos discussions ce matin, Madame la ministre, voyez, Madame la défenseur des droits, c'est précisément quand même de vous demander quelques explications parce que c'est la contrepartie naturelle, j'allais dire, de votre statut. Et moi, je ne suis pas ici pour vous dresser des couronnes, participer à un concert de louanges. Je suis là pour vous donner des explications, ma vision des choses. Et je pense que l'intérêt de la discussion, c'est précisément de confronter les visions des choses, voyez-vous. Et si je me permettais un peu d'impertinence, je me dirais que peut-être si vous aviez, dans une vie antérieure, vous avez un parcours tout à fait remarquable avec ATD Carmonde, mais vous aviez été un jour peut-être exercer les fonctions de maire, voire de ministre, je ne parle pas de président de la République, ça vous aurait peut-être donné, peut-être une vision un tout petit peu différente sur la difficulté, en certains cas, d'en décider, de faire des arbitrages, y compris budgétaires, et peut-être que ça modérerait aussi parfois la vision plus développée. Scoop, donc vous êtes ministre. La commission des lois le sait ce matin. Juste vous répondre sur quelques éléments. D'abord, effectivement, je pense avoir une certaine connaissance des situations dans les quartiers et des situations de pauvreté. Effectivement, vous avez raison, vu d'un côté. Vous savez qu'on a fait un rapport mairie, justement, sur tout le travail que font nos délégués en médiation et sur lequel on peut être très utile. Et deuxièmement, sur les cas que je vous ai cités, on n'en fait d'ailleurs pas une généralité, mais on y va surtout que quand il y a eu atteinte aux droits des enfants. Quand la mairie cherche à récupérer les sommes que doivent les parents, enfin, je veux dire, là-dessus, on n'a pas de doute. Si on y va, c'est que nous, on considère qu'il y a eu une atteinte aux droits des enfants. Et puis, du coup, ça rejoint ce que vous disiez. Est-ce que, en fait, on ne fait pas de cas particuliers des généralités? Alors, à aucun moment, parce que d'abord, je dis bien que je vois que ce qui ne va pas, mais je vois qu'une partie de ce qui ne va pas. C'est-à-dire, j'ai parfaitement conscience qu'il y a une grande partie de la population qui ne nous saisit pas, qui ne sait pas qu'on existe et qui ne sait pas comment faire. Donc, en fait, on n'en voit qu'une partie, mais à partir de là, on voit des difficultés qu'on voit émerger. Enfin, c'était très intéressant sur ma prime rénov, d'ailleurs, la façon dont on voit d'un seul coup l'augmentation des réclamations. Et c'est à partir de là, et c'est pour ça que j'ai voulu vous dire dès le début que le législateur, il nous a vraiment donné comme mission de traiter les réclamations, mais de promouvoir les droits et les libertés et de faire des rapports sur les difficultés qu'on observait. Donc là-dessus, vraiment, je ne cherche pas à généraliser, mais par contre à faire un certain nombre de recommandations pour que les réclamations que nous avons ne viennent plus. Sur ce dernier aspect, et on terminera là, le constat que je fais depuis quelques années, je suis parlementaire, c'est que l'État français a souvent de bonnes idées, même de grands projets, mais parfois tout à fait incapable de se donner les moyens de les réaliser. Et que le système si bien conçu chute parce qu'on ne se donne pas les moyens d'aller au bout des choses. Il y a 1000 exemples de cette nature. On ferait mieux d'en faire moins et de se donner les moyens pour que ça fonctionne. Bien, sur ces paroles non prophétiques, je vous souhaite une bonne journée.